Mais ce midi, donc, une nouvelle page spéciale pour suivre en direct l'affaire Jubilard avec ce rebondissement inattendu survenu hier. Séverine, la compagne de Cédric Jubilard, a été placée en garde à vue pour complicité de recel de cadavres. Cette décision des gendarmes de la section de recherche de Toulouse laisse donc penser que Séverine n'aurait pu aider son compagnon à cacher le corps de Delphine ou qu'elle serait au courant d'informations. On a appris ce matin que la garde à vue de Séverine était prolongée. Alors les enquêteurs disposent-ils d'informations pour faire craquer Séverine? Dans le même temps, on a appris que 6 autres personnes ont été entendues par les enquêteurs en audition libre. Il s'agit à la fois de proches de Séverine, mais aussi de plusieurs co-détenus de Cédric Jubilard, susceptibles d'avoir pu échanger des informations avec lui. 2 d'entre eux ont ensuite été reconduits hier à la prison de Seyss. On est en direct avec maître Jean-Baptiste Allary, qui est l'un des avocats de Cédric Jubilard à Albi. Bonjour maître, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que cette audition de Séverine signifie que l'étau est en train de se resserrer autour de votre client? Écoutez, je suis quand même relativement sûr de la chronologie et du moment où la garde à vue intervient sur une date anniversaire. Donc, est-ce que ça modifie fondamentalement le dossier? Je ne crois pas. On n'a pas d'informations à ce stade sur les raisons qui ont présidé à ce placement en garde à vue. On a les motifs, malgré tout, de ce placement en garde à vue, qui est complicité de recel de cadavres. En tout cas, qu'est-ce que ça peut signifier, à part que Cédric Jubilard aurait pu lui confier certaines choses? Alors, il ne faut pas oublier qu'on est à ce stade que sur une garde à vue, que la garde à vue n'est pas l'exercice de poursuite. D'ailleurs, la mère de Cédric Jubilard ainsi que son beau-père avaient été placés en leur temps en garde à vue et n'ont pas fait l'objet de poursuite par la suite. Donc il faut quand même garder une certaine mesure. La garde à vue est une mesure de contrainte qui a pour objet de poser des questions à des personnes et de déterminer si oui ou non une infraction a été commise. On a appris également dans le même temps, maître, qu'il y a 6 personnes qui ont été entendues. Il y aurait des co-détenus de votre client, de Cédric Jubilard, ce qui peut laisser supposer que les enquêteurs sont à la recherche de confidences que Cédric Jubilard aurait pu faire pendant son emprisonnement. Écoutez, là encore, on n'a pas d'informations. Très probablement, ces auditions ont été menées sur commission rogatoire. Le retour de cette commission rogatoire n'a pas encore été versé au dossier qui nous est communiqué, donc je ne peux pas me prononcer sur des éléments que je ne connais pas. Mais est-ce que vous avez le sentiment, c'était ma question initiale au fond, que l'étau est en train de se resserrer autour de votre client? Mais on ne peut pas dire que parce qu'une garde à vue est menée, sur la base d'une infraction dont on ignore tout, dire que l'étau se resserre ou se desserre. On ignore tout de cette garde à vue. Il faut admettre simplement que tant qu'on n'en sait pas davantage, on ne pourra pas en tirer de conclusion. Oui, c'est clair, mais malgré tout, cette femme est la compagne de Cédric Jubilard. Les gens entendus sont des gens qui sont des co-détenus de Cédric Jubilard. Donc, quoi qu'il en soit, on voit bien que l'enquête continue à tourner autour de Cédric Jubilard. On vous a déjà eu régulièrement dans cette émission. Vous nous expliquez qu'il n'y a pas grand-chose dans le dossier. Et pourtant, les enquêteurs semblent rester persuadés que tout tourne autour de Cédric Jubilard. Mais ils en sont persuadés depuis le premier jour. Moi, je m'interroge simplement sur ce nouvel événement qui intervient à 1 an de la disparition de Delphine Jubilard, alors que cela fait 6 mois que Cédric Jubilard est en détention provisoire et placé à l'isolement, qu'il n'a de contact avec quasiment personne. Donc c'est vrai que ça interroge tout simplement. Moi, je critique pas pour critiquer, je dis simplement que ça interroge. Certains se demandent, alors d'un autre côté, si c'est pas un coup de bluff des enquêteurs qui font ça le jour anniversaire de la disparition de Delphine Jubilard. Est-ce qu'ils ont vraiment des éléments ou d'après vous, est-ce qu'ils continuent de chercher des éléments, ce qui n'est pas tout à fait la même chose? Alors, des éléments, ils n'en ont pas, et ça, on le dit, on le crie à l'envi. Qu'ils continuent à chercher, mais qu'ils le fassent, il n'y a pas de difficulté. C'est leur rôle, c'est leur mission. Hein. On ne va pas leur reprocher de faire ce pourquoi ils sont là. Donc, encore une fois, c'est une garde à vue. S'il faut, cette personne ressortira libre et sans poursuite de cette garde à vue. Donc, à ce stade-là, c'est impossible de commenter utilement. On ne peut faire que des projections, imaginer des choses, mais j'aime pas trop. Je préfère avoir du concret et que lorsque cette garde à vue sera versée à la procédure, on pourra en savoir davantage. Effectivement. Dernière question. Vous avez vu, maître, quand même qu'il y a des propos de cette femme qui sont sortis dans Le Parisien en particulier, des propos qui sont très différents de ce qu'elle a pu tenir devant les médias. Elle s'interroge pour savoir si Cédric Jubilard, votre client, ne serait pas bipolaire, sur le fait qu'il ne cherchait pas vraiment à retrouver Delphine. C'est des propos assez durs, finalement, de cette femme qui est
censé le défendre. Alors cette femme a des propos qui sont à géométrie variable parce qu'elle a commencé dans un premier temps par dire, sans trahir le secret de l'instruction, pardon, hein, mais par avoir des propos relativement durs à l'encontre de Cédric Jubilard, puis ensuite s'est radouci, puis se rendurcit, se radoucit. Bon écoutez, pour dire qu'il est bipolaire ou pas, je ne suis pas expert psychiatre et certainement qu'elle non plus. Donc il faut se garder de manier ce genre de choses. Je sais que sur votre plateau, il y a un pédopsychiatre. On n'est pas compétent, lui le serait au terme d'un examen pour nous dire si oui ou non il est bipolaire. Mais c'est certainement pas à Séverine, certainement pas à moi, parce que je n'ai tout simplement pas les compétences de dresser un profil psychiatrique de mon client. Mais au-delà de la bipolarité, elle dit, j'ai eu le sentiment qu'il ne cherchait pas vraiment Delphine Jubilard. Alors, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que lorsque les gendarmes interviennent, lorsqu'ils leur téléphonent le 16 décembre 2020, ils lui demandent de ne pas intervenir, de ne rien faire, parce qu'en réalité, ils ont des process, ils ont des procédures à respecter, et que justement, s'il mène des recherches de son côté, peut-être que ça peut mettre à mal celle de la gendarmerie. Alors à un moment donné, il faudrait savoir ce qu'on veut, quoi. Ouais. Dernière question, maître. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment se sont rencontrés Cédric Jubilard et Séverine? Parce qu'on nous explique qu'elle a pu l'aider à cacher le cadavre, et dans le même temps, on nous dit qu'en fait, ils se sont rencontrés lors d'une marche de recherche pour retrouver Delphine. Donc j'ai un peu de problème dans la cohérence de la timeline là-dessus. En réalité, ils se connaissaient, mais de vue, des simples connaissances depuis plusieurs années, mais n'étaient pas en contact. Et je crois que les contacts ont réagi après la disparition de Delphine. Merci beaucoup, donc, après, maître. Est-ce que c'est lors d'une battue ou autre? Honnêtement, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je me tais. Mais c'est après la disparition de Delphine, en tout cas. Ah oui, à ma connaissance, c'est après la disparition de Delphine qu'ils ont. Mais ils se connaissaient auparavant, mais ils n'avaient pas de contact, ils n'étaient pas amis, ils ne se côtoyaient pas. Ils se connaissaient de vue, mais sans plus. Merci beaucoup, maître Jean-Baptiste Allary. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Cédric Jubilard et vous étiez en direct d'Albi avec nous. Je vous propose de regarder maintenant comment les médias parlent de ce dossier, parce que depuis hier, vous avez vu qu'il y a un emballement médiatique à nouveau sur cette affaire Delphine Jubilard. Vous avez les médias qui ont beaucoup ouvert leurs journaux, leurs éditions spéciales avec cette affaire. Donc on a un peu condensé tout ça pour vous montrer toutes les informations qui sont sorties depuis hier grâce à ce zapping. Regardez. Dissimulée sous un voile noir, la compagne de Cédric Jubilard est emmenée par les enquêteurs à la gendarmerie de Gaillac. Depuis 7 h ce matin, Séverine, 44 ans, est entendue en garde à vue. Les juges d'instruction la soupçonnent de recel de cadavre. Comment peut-elle avoir recelé un cadavre si on suppose qu'elle n'a connu M. Jubilard qu'après la disparition de Delphine Jubilard, sauf à supposer que le cadavre aurait été dissimulé après ses battues, ce qui me paraît assez étrange. Le principal suspect et sa compagne actuelle se connaissaient de vue depuis longtemps. Mais le couple s'est rapproché lors d'une battue organisée en avril dernier pour rechercher l'infirmière. En juin dernier, Séverine, elle, avait déjà été entendue par les gendarmes sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre elle. Il y a quelques mois, nous l'avions rencontrée. Elle affirmait soutenir Cédric Jubilard et s'être rapprochée de lui bien après la disparition de sa femme, au cours d'une des battues. Moi, je suis pas là pour le couvrir, quoi qu'il en soit. Moi, je suis là pour le soutenir. Si c'est lui, ben, je me serais trompée vraiment. Et je serais vraiment dégoûtée de m'être trompée. Et j'ai à 200% confiance en lui. Cédric Jubilard reste pour l'instant le seul suspect. Il clame toujours son innocence. Delphine Jubilard, elle, reste introuvable. La femme de 44 ans partage la vie de Cédric Jubilard depuis 3 mois lorsqu'elle est entendue en qualité de témoin le 16 juin dernier. Et devant les gendarmes, ses propos sont alors bien différents. Elle raconte aux gendarmes qu'elle le trouve manipulateur, bipolaire. Elle décrit quelqu'un qui est violent, notamment avec le petit garçon du couple Jubilard. Et elle dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle n'a pas l'impression qu'il fasse grand-chose pour chercher sa femme. Séverine explique également qu'un jour, elle lui aurait même posé directement la question. Cédric lui aurait alors répondu en plaisantant. « Qu'est-ce que tu en as fait ? Je l'ai enterré à la ferme qui a brûlé. » Dans une écoute téléphonique, elle aurait déclaré que Cédric mentait tout le temps, le qualifiant même de pervers narcissique. De nouveaux éléments laissent penser qu'elle pourrait savoir où a été dissimulé le corps de Delphine, donc la mère de 2 enfants. Selon les enquêteurs, elle pourrait avoir même vu le corps en personne. Pendant ce temps, les amis de Delphine Jubilard se sont recueillis. Vous voyez ces images devant sa maison avec des bougies et des photos 1 an, jour pour jour, après sa disparition.
Voilà donc les médias qui depuis hier ont donné beaucoup d'informations concernant les enquêtes qui sont en cours. On accueille Julie Rigoulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef au Nouveau Détective. Et puis Patrick Abran, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et écrivain. Et on va essayer de comprendre avec vous dans un instant pourquoi il y a cette passion des médias et cette passion des Français pour ce dossier. Auparavant, je vous propose de retourner sur place en direct et on va rejoindre Brice Vidal qui est coordinateur de rédaction à 100% Radio. Bonjour Brice, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que depuis hier, on commence à comprendre les raisons pour lesquelles Séverine, l'actuelle compagne de Cédric Jubilard, est en garde à vue? Alors c'est très difficile d'affirmer des choses, sachant que vous doutez bien que les gendarmes de la section de recherche on ne parlent pas, hein, ils sont mutiques, on les a pas au téléphone. Tout ça est fait sous le sceau du secret le plus total. Le parquet de Toulouse, seule autorité qui pourrait communiquer sur cette affaire, ne communique pas, ce qui laisse entendre que les juges d'instruction en charge du dossier ne veulent que rien ne filtre de cette affaire pour le moment. Ce qu'on est en capacité peut-être de détecter, c'est que une prolongation de garde à vue, comme on l'a annoncé sur 100%, dès 7h ce matin, eh bien, ça laisse entendre qu'il y a encore des éléments à objectiver pour les enquêteurs, un interrogatoire qui n'est pas terminé. On peut légitimement penser qu'on se dirigerait vers une présentation à un juge au terme des 48 heures de garde à vue, dans la mesure où il y a eu une prolongation de 24 heures donc, qui a été décidée dans la nuit. Voilà ce qu'on peut éventuellement déduire des faits actuellement, mais tout ça, évidemment, on va le garder au conditionnel parce que on peut imaginer aussi qu'elle soit libérée sans aucune poursuite, Séverine. Par ailleurs, je l'avais déjà évoqué sur votre antenne hier, ça semble assez peu probable que les enquêteurs et les juges d'instruction aient placé en garde à vue Séverine sans avoir des éléments objectifs d'enquête, des éléments à confronter et peut-être pour mettre en difficulté la nouvelle compagne de Cédric Jubilard. Donc moi, on sent plutôt, a priori, un déferment, mais tout ça, évidemment, ce sont que des conjectures. Ouais, on était il y a quelques instants, vous l'avez peut-être entendu, avec Maître Alary, qui est l'un des avocats de Cédric Jubilard, qui avait l'air assez surpris finalement par la tournure de l'enquête depuis 24 heures, assez surpris par la mise en examen, non pas la mise en examen, pardon, la mise en garde à vue de l'actuelle compagne de Cédric Jubilard, assez surpris également de voir qu'on a interrogé des gens comme ceux qui sont prisonniers avec lui actuellement. Il a l'air de pas trop comprendre. Est-ce que vous pensez que il y a quand même des éléments dans le dossier où les enquêteurs sont simplement en train de chercher des choses? Alors, je ne sais pas si on vous a encore à l'antenne ou si ça a été coupé. Si. Je vous ai retrouvé. Là, à ce stade, on peut seulement dire que une garde à vue déclenchée, les gendarmes vont pas tirer à blanc. Si une garde à vue de 48 heures est déclenchée, c'est qu'ils ont des éléments objectifs. Ça, c'est une certitude. Ces éléments objectifs vont-ils entraîner une présentation au magistrat dans la foulée de la garde à vue de la mise en cause? Ça reste évidemment de l'ordre des conjectures, mais aujourd'hui les enquêteurs avaient forcément des éléments peut-être nouveaux, des éléments techniques, des éléments d'audition, des éléments d'écoute téléphonique qui leur... Une garde à vue, vous savez, c'est à charge et à décharge. Ça se terminera, on verra comment ça se terminera. Il y a peut-être des points qu'ils voulaient éclaircir, mais ils avaient besoin de l'entendre non pas sous audition libre, mais dans le cadre d'une garde à vue. C'est-à-dire qu'il y a des éléments quand même qui pourraient la mettre en difficulté. Voilà à ce stade ce qu'on peut dire. Aller plus loin, ça me paraît difficile. Aujourd'hui, les magistrats ne veulent pas communiquer, la gendarmerie encore moins. Donc on va devoir attendre jusqu'à possiblement ce soir. Peut-être que ça devrait se débloquer ce soir, on devrait en savoir plus. Mais tout laisse penser qu'après 48 heures de garde à vue, la possibilité est forte qu'il y ait une mise en examen derrière. Merci beaucoup Brice Vidal, coordinateur de rédaction de 100% Radio en direct de Toulouse. Merci d'avoir été avec nous. Sur le plan pratique, Maître Sandrine Pégan, c'est intéressant de bien comprendre les choses. On peut être entendu en audition libre, on peut être entendu en garde à vue, comme c'est le cas aujourd'hui pour Séverine. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'il y a des éléments qui l'impliquent, le fait qu'elle soit entendue sous le régime de la garde à vue et non pas en audition libre? Certainement, parce que de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que les enquêteurs qui travaillent sur ce dossier et les magistrats instructeurs, ce sont les magistrats instructeurs qui ont demandé aux enquêteurs de placer en garde à vue cette jeune femme.
Ils n'y vont pas pour rien. Ça veut dire que ça fait des mois qu'ils sont sur elle. Ils enquêtent certainement avec peut-être une sonorisation, avec des vidéosurveillances. Sonorisation, c'est une écoute. En fait, dans votre métier, vous appelez ça sonorisation. Une écoute téléphonique ou une écoute peut-être même une écoute même aussi même un dispositif dans sa voiture. Il peut y avoir des surveillances physiques. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont quand même des éléments qui permettent de placer en garde à vue quelqu'un. Je veux dire, aujourd'hui, être auditionné en audition libre, en effet, c'est simplement en qualité de témoin. Mais attention, parfois, on peut être convoqué en audition libre en vue d'une garde à vue derrière. Ça peut être aussi un stratagème. Mais là, en tout cas, le placement en garde à vue fait que, oui, de toute façon, ils ont des éléments dont on n'a pas encore connaissance, ni nous, ni même les médias, et encore moins les avocats de la défense, mais c'est qu'ils ont des éléments. Julie Rigoulet, d'une nouveau détective, qu'est-ce qu'on sait sur cette femme, au fond, qui est aujourd'hui en garde à vue? On sait ce qu'elle veut bien nous dire, parce qu'elle dit beaucoup de choses, mais on sait qu'elle connaît effectivement Cédric depuis une quinzaine d'années. Alors de vue, Cédric connaissait surtout son fils aîné, qui a une vingtaine d'années, ils jouent au poker ensemble. Et puis, après la disparition de Delphine, elle s'est rapprochée de lui. Alors, d'abord, elle a envoyé un message sur Facebook de soutien à Noël. Et puis, elle a participé à cette fameuse battue en avril, où elle a dit qu'elle avait trouvé un pull, elle pensait que c'était à Delphine. Et là, visiblement, ils se sont rapprochés et ils ont entamé une relation plus intime, on va dire. Et puis après, on sait que Cédric a officialisé, on va dire, en juin. Même si elle, après, nous, on l'a interviewée à l'époque... Dans nos colonnes, elle avait dit qu'elle n'était pas en couple avec lui, mais après elle est revenue là-dessus. Voilà, c'est une femme qui habite dans une petite maison, dans un logement social. Alors nous, on a un reporter qui est sur place actuellement, qui a un petit peu parlé au voisinage et tout ça. On sait que entre le mois d'avril et la détention, l'incarcération de Cédric venait très régulièrement la voir. Il se garait, alors il venait le soir souvent, il se garait derrière chez elle assez discrètement et il repartait soit dans la nuit, soit le matin. Donc il venait vraiment très souvent. Les voisins disent qu'ils entendaient beaucoup de cris. Voilà, est-ce qu'ils s'engueulaient, on ne sait pas trop. Et là, depuis que Cédric est incarcéré, sa voiture est toujours garée en bas de chez... La voiture de Cédric? Oui, elle est garée en bas de devant chez Séverine. Et on nous a raconté une anecdote. Cet été, Séverine organisait une fête chez elle avec des amis et un barbecue. Et au cours de ce barbecue, les amis de Séverine sont montés dans la voiture de Cédric en criant dans le quartier « on est dans la voiture de l'assassin, dans la voiture de l'assassin ». Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Elle a continué à mener sa vie normalement depuis qu'elle continue à le soutenir, évidemment. Mais elle sort beaucoup, elle sort en boîte. Elle est allée à un concert encore le 30 novembre. Elle s'est fait en selfie. Voilà, on l'a vu en photo avec le chanteur. Voilà, et vous me dites que dans vos colonnes, vous avez eu l'occasion de l'interroger. Elle défendait bec et ongle toujours Cédric. Ah oui, elle lui défendait. On l'a expliqué tout à l'heure, il y a un peu de version entre ce qu'elle dirait aux gendarmes et ce qu'elle dit à la presse. Vous, elle a continué à le défendre bec et ongle. Alors nous, c'était tout le contraire de ce qu'elle a dit aux gendarmes. Voilà, c'est un mec formidable, il peut pas avoir fait ça, elle le soutiendra jusqu'au bout. De toute façon, c'est son seul soutien. Je veux dire, même la mère de Cédric, à un moment, a un peu douté. Elle, ça a été, en tout cas, jusqu'à ce qu'on découvre qu'aux enquêteurs, elle est un peu plus mesurée, ça a été son soutien le plus solide et le plus fidèle. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, elle est aussi entendue en garde à vue. Alors, ce nouveau rebondissement fait donc les gros titres de tous les médias, on vous le disait tout à l'heure. Et ce qui ressort des différentes informations, c'est le double discours de Séverine à propos de son compagnon, Cédric Jubilard. Retour en images sur la journée d'hier. C'est ce matin, avant l'aube, que la nouvelle compagne de Cédric Jubilard a été interpellée à son domicile près d'Albi, qui a été également perquisitionnée. Depuis l'été dernier, cette jeune femme de 44 ans s'affiche sur les réseaux sociaux en compagnie de Cédric Jubilard. Elle est actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Gaillac dans le cadre d'une information pour complicité de recel de cadavres. Son avocat se déclare confiant. Elle continue à maintenir que pour elle, Cédric Jubilard est innocent et que par conséquent, elle dénie évidemment toute implication de quelque nature que ce soit dans la disparition de Madame Jubilard. Qui est cette nouvelle compagne de Cédric Jubilard ? Elle affirme avoir fait sa connaissance lors d'une battue organisée pour retrouver son épouse, ce que semble confirmer l'avocat de Cédric Jubilard.
Cédric n'était pas en relation avec elle au moment de la disparition de Delphine. Il n'y a pas de contact, il ne la fréquentait pas. Et ce que je sais également, c'est que depuis 6 mois, il est à l'isolement, il n'a aucun contact avec elle. En juin dernier, la jeune femme avait déjà été interrogée comme témoin. À l'époque, elle se disait convaincue de l'innocence de son nouveau compagnon. Moi, j'y tiens la main depuis le début, je le dis, et j'y tiendrai la main jusqu'au dernier moment, que ça pèse ou non, quoi. Et j'ai à 200% confiance en lui. Plusieurs autres personnes ont également été interrogées aujourd'hui dans le cadre de cette affaire. Ces investigations interviennent 1 an, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilard, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé.